Bonjour, je suis Dr Alia Kouba, médecin de première ligne. J'ai le plaisir d'être avec Dr Lilia Zahama, présidente de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, professeure en cardiologie, et Dr Selma Abdeslam, professeur en cardiologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le patient hypertendu. Comme vous le savez, l'hypertension artérielle représente un problème majeur de santé publique. C'est le premier facteur de risque cardiovasculaire modifiable et qui touche plus de 1 milliard de personnes dans le monde. En Tunisie, un adulte sur 3 est hypertendu, 50% ne se connaissent pas hypertendus et seulement moins de 50% sont équilibrés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation du risque cardiovasculaire chez le patient hypertendu selon le référentiel de l'hypertension artérielle élaboré par l'INEA Santé en collaboration avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire et la CNAM. Ce référentiel a été édité en mars 2021. Il est téléchargeable sur le site de la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire. Alors, on va voir tout ça à partir d'un cas clinique. Je commence par vous présenter mon observation. Madame Z, 53 ans, non tabagique, sans antécédents personnels ou familiaux particuliers, consulte pour des céphalées d'apparition récente. À l'examen physique, elle a une pression artérielle à 150 sur 95 mm de mercure, un BMI à 31, une fréquence cardiaque à 85 battements par minute, une saturation d'oxygène à 98%. Le reste de l'examen physique est normal. À la biologie, on a un cholestérol total à 5 mmol par litre, une glycémie à jeun à 1,1 g par litre, une hémoglobine glyquée à 5,6, une créatinémie à 10 mg par litre, une clairance de la créate normale et la microalbuminurie est négative. Alors, chez cette patiente, le diagnostic d'HTA essentiel a été retenu et elle est classée grade 1. Selon le guide, la première étape de la prise en charge du patient hypertendu est l'évaluation du risque cardiovasculaire. Dr Selma Abdeslam, alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment évaluer le risque cardiovasculaire en pratique? Merci, Dr Kouba. Alors, l'évaluation du risque cardiovasculaire est la première étape de la prise en charge de n'importe quel risque cardiovasculaire. L'hypertension, certes, mais également la dyslipémie, le diabète. Donc, c'est une étape fondamentale dans la prise en charge de tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, pour le faire en pratique, on va essayer d'être didactique. Il faut répondre à 7 questions chez cette patiente. La première étant, existe-t-il une maladie cardiovasculaire avérée, telle qu'un AVC, telle qu'un infarctus, ou un AIT, ou une complication cardiovasculaire type amputation, etc. Donc, non. Donc, en pratique, il s'agit d'un cas de prévention primaire. Les 6 questions suivantes sont: quel est l'âge de mon patient? Ici, c'est 53 ans. Quel est le genre de mon patient? Et on le sait, chez la femme, le risque cardiovasculaire est moindre que chez l'homme. Est-elle diabétique? La réponse est non. Est-elle tabagique? La réponse est non. Quel est son niveau de cholestérol en millimol? C'est 5 millimoles par litre. Et quelle est la pression systolique? Et j'insiste sur systolique parce que beaucoup de confrères pensent que la diastolique est le marqueur de risque cardiovasculaire majeur. Mais non, on le sait depuis longtemps, c'est la pression systolique qu'il faut retenir. Et dans le cas précis, il s'agit d'une HTA grade 1 avec une pression systolique à 150 mm de mercure. Alors, si on répond à toutes ces questions, et on a la chance dans votre cas clinique d'avoir justement ces données, et quand on ne les a pas lors d'une première consultation, le guide pratique vous dit: ça, c'est les items à demander idéalement pour avoir un screening des facteurs de risque cardiovasculaire, tel qu'un dépistage de diabète, tel qu'un dépistage de dyslipémie, mais également une atteinte de certains organes cibles, et on reviendra dessus. Donc ça, c'est la liste minimale des examens complémentaires qu'il faudra demander de façon idéale. Alors, quand il s'agit de prévention primaire, on va s'aider de scores. Et vous savez qu'en pratique, il y a différents scores. Il y a le score européen qui s'appelle SCORE, il y a le score américain, le Framingham, il y a le Q-Risk des Anglais. Dans le guide INEAS, nous avons choisi un score tunisien
qui est fait par les Américains pour les Tunisiens, c'est ce qu'on appelle le Globo-Risque. Alors, c'est un score qui a différents avantages. La première chose, c'est du sur-mesure pour les Tunisiens. La deuxième chose, c'est qu'il commence justement à l'âge de 40 ans, là où on commence à avoir des risques cardiovasculaires jusqu'à l'âge de 75 ans. L'autre avantage de ce score, c'est qu'il inclut également les diabétiques, parce que vous savez que pour les autres scores, les diabétiques sont exclus, mais dans ce score, les diabétiques sont inclus. Et puis, un grand avantage également, c'est que ce score vous donne un chiffre de morbimortalité cardiovasculaire à 10 ans. Au moment où le patient est dans votre consultation, vous allez pouvoir calculer quel est le pourcentage de mortalité et de morbidité cardiovasculaire qu'il aura dans les 10 ans. Et que vous savez que chez les Européens, c'est uniquement la mortalité qu'on calcule et non pas la morbidité. Et pour avoir une idée sur la mortalité, il suffit de diviser ce chiffre par 3. Alors, soyons pratiques. Chez cette patiente, il faudra voir déjà la tranche d'âge. Nous avons une patiente de 53 ans, donc la tranche d'âge est une tranche d'âge de 50 à 54 ans. Il faudra voir le genre de la patiente, c'est une femme, et donc on va se focaliser sur les grilles à gauche plutôt que l'ensemble des grilles ou les grilles de droite pour l'homme. Et puis on va se poser la question, est-ce que ma patiente est diabétique ou pas? Et on va répondre à la question en choisissant les pictogrammes pour les non-diabétiques. Et puis on va se poser la dernière question, fume-t-elle ou pas? Et en fait, elle ne fume pas pour choisir le cadran qu'il faut. Les deux dernières questions, c'est le niveau de cholestérol, qui est le niveau sur les X, 5 millimoles ici, et donc on va avoir la colonne du cholestérol, et puis on va voir la pression systolique, et on va se retrouver sur la colonne de gauche pour la pression systolique. Elle a 150 mm de mercure, et vous voyez qu'on n'a pas de 150, on a 140, 160, on va voir les 140 et 160, c'est 7% de morbimortalité cardiovasculaire à 10 ans pour les 140, c'est 10% de morbimortalité cardiovasculaire à 10 ans pour les 160, on fait la moyenne des deux, et donc le risque cardiovasculaire de ma patiente est autour de 8%. Maintenant, quel est ce niveau de risque? Vous voyez à gauche et en bas de l'écran, nous avons 4 niveaux de risque. Le risque faible, c'est un risque de moins de 10%, qui est le cas de ma patiente, donc c'est un risque faible selon le Globo-Risque. Le risque modéré, c'est de 10 à 20%. Le risque élevé, c'est de 20 à 30%. Et le risque très élevé, c'est le risque de plus de 30%. Donc, ma patiente, définitivement, avec le Globo-Risque, c'est un risque modéré. Alors, le deuxième avantage que vous pouvez avoir en calculant ce score, parce qu'il faudra encourager en fait le calcul de ce score, et il faudra mettre le patient au courant de ce score, c'est de pouvoir dire quel est le nombre d'années que mon patient est en train de perdre de sa vie, et les complications qu'il aura, mais surtout également quel est l'âge physiologique. Et pour la première fois, nous avons un outil pour calculer l'âge physiologique de façon quand même assez fiable. Donc, je reviens, le risque est de 8%. Et si vous allez chercher sur les cases, les petits carreaux en rouge ici qui vous montrent quel est, par tranche d'âge, le niveau de risque pour les patients sans facteur de risque, uniquement dû à l'âge, et vous allez voir que finalement, ma patiente, elle a 8%, la classe de son âge, c'est 3%, donc elle a déjà presque 3 fois plus de risque que la classe de son âge, si elle n'avait pas de cholestérol et d'hypertension. Mais vous voyez que la petite case la plus proche, c'est entre 6 et 8, et que ma patiente se situe autour de l'âge de 65 ans. Donc finalement, ma patiente qui a 53 ans se situerait très proche de la classe d'âge de 65 ans. Donc c'est quasiment 12 années de perdu de sa vie et son âge physiologique serait de 65 ans. Donc ça, c'est la deuxième chose pratique qu'on peut utiliser et qui pourrait convaincre le patient d'arrêter ou de maîtriser les facteurs de risque, notamment le diabète, l'hypertension, etc. Parce qu'on va à la longue ramener le risque à un risque beaucoup plus bas en traitant ces facteurs de risque modifiables. Merci, Dr Abdeslam. Je rappelle que le Globo-Risque existe sur le guide et il est téléchargeable. Maintenant, je m'adresse à Dr Lilia Zahama. Cette patiente a une hypertension artérielle grade 1 à faible risque cardiovasculaire. Dois-je démarrer un traitement ou indiquer uniquement les mesures hygiéno-diététiques? Au fait, Alia, il faut toujours se méfier des hypertendus qui ont apparemment un faible risque cardiovasculaire. Et dans ces cas, il faut essayer d'affiner notre évaluation du risque cardiovasculaire.
C'est pour ça que nous insistons toujours sur un examen physique le plus complet possible. Il faut prendre le poids, la taille, il faut calculer l'indice de masse corporelle, il faut faire un examen neurologique, il faut ausculter les carotides, palper tous les pouls périphériques. La prise de la pression artérielle au niveau des deux bras est très importante, au moins une fois chez l'hypertendu. Rechercher des signes d'insuffisance cardiaque, rechercher des œdèmes des membres inférieurs. Également, il faut faire un bilan biologique minimal, comme l'a expliqué Dr Abdeslam, devant tout hypertendu. Ce bilan, cette anamnèse, cet examen physique vont nous permettre de rechercher une atteinte cardiovasculaire ou rénale avérée qui sont passées inaperçues, telles que par exemple un accident ischémique transitoire qui est passé inaperçu, parfois même un infarctus qui est passé inaperçu, tel qu'une atteinte, une artérie des membres inférieurs qui est asymptomatique ou une maladie rénale. Ce bilan également va permettre de rechercher une atteinte infraclinique des organes cibles, telles qu'une rigidité artérielle avec une pression pulsée au-delà de 60 mm de mercure, rechercher une hypertrophie ventriculaire gauche, qu'elle soit électrique ou échographique, rechercher une microalbe, soit par bandelette urinaire ou par dosage, c'est très important pour détecter cette atteinte infraclinique des organes cibles. J'insiste sur l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme fait partie des examens systématiques à faire devant tout hypertendu. Cette patiente n'a pas eu d'électrocardiogramme et en le faisant, regardez ce qu'on trouve. Déjà une onde R qui dépasse les 11 mm en AVL, ce qui est un signe d'hypertrophie ventriculaire gauche. Un autre indice qu'on pourra éventuellement calculer pour détecter cette hypertrophie ventriculaire gauche, c'est l'indice de Cornell. Et regardez, c'est la somme de R en AVL plus S en V3. Et chez cette patiente, le Cornell calculé est à 37 mm, sachant qu'un Cornell qui dépasse les 20 mm chez la femme est un bon signe d'hypertrophie ventriculaire gauche avec une bonne sensibilité et spécificité. Donc, chez cette patiente qui a une hypertension artérielle grade 1 et chez qui le globorisque, Dr Abdeslam, calcule un risque inférieur à 10% et donc faible, le fait d'avoir trouvé cette hypertrophie ventriculaire gauche va la faire basculer d'un risque faible vers un risque élevé, ce qui est très important pour la décision, pour notre prise en charge thérapeutique ultérieure. Cicel, faut-il calculer le globorisque à tous mes patients hypertendus? Alors, c'est une excellente question. En pratique, je vous ai donné tout à l'heure les 7 questions clés pour calculer le risque cardiovasculaire avec le globorisque, mais en réalité, avant de calculer le globorisque, il y a 4 situations qu'il faudra considérer en pratique. La première chose que j'avais dite, est-ce qu'il y a un antécédent de maladie cardiovasculaire athéromateuse qui soit cliniquement parlant ou silencieux, ou qu'on ait à l'imagerie des sténoses de plus de 50% sur 2 coronaires principales, ou au coroscanner, ou par exemple une sténose carotidienne de 50% avec une sténose fémorale. La deuxième question, est-ce que mon patient est diabétique? Et il faudra considérer dans le diabète, le type 1 et le type 2, l'ancienneté du diabète par des tranches d'âge de 10 ans, et puis est-ce que ce diabète à lui seul a donné une atteinte d'organe cible ou pas? Et puis, est-ce que j'ai une insuffisance rénale chronique, qu'elle soit modérée ou sévère? Et puis, la dernière situation, est-ce que j'ai un facteur de risque cardiovasculaire sévère? Et par sévère, on veut dire une hypertension artérielle sévère avec des niveaux tensionnels au-delà de 180-110 mm de mercure, un cholestérol total de plus de 3,1 g ou une hypercholestérolémie familiale. Et comme vous le savez, c'est défini par un niveau de LDL cholestérol supérieur à 1,9 g. Donc, c'est des situations qui vont permettre de classer de façon beaucoup plus élégante le risque cardiovasculaire en tenant compte d'autres facteurs que les facteurs du globorisque. Alors, mon patient sera d'emblée à risque très élevé dès qu'il a une maladie cardiovasculaire avérée ou silencieuse, ou s'il a une atteinte, comme je l'avais détaillé tout à l'heure, athéromateuse et des localisations significatives sur 2 axes coronaires ou 2 gros axes artériels. Les patients diabétiques type 1 avec une atteinte d'organe cible ou au moins 3 autres facteurs majeurs associés au diabète, c'est déjà des patients qui sont à très haut risque, et puis un diabète type 1 qui a plus de 20 ans d'évolution. Les malades qui ont une insuffisance rénale
chronique sévère avec un débit de filtration de moins de 30 ml par mètre carré de surface corporelle, et bien entendu les patients qui n'ont pas tous ces facteurs et dont le globorisque est de plus de 3%. Et puis, mon patient sera à risque élevé, indépendamment du globorisque, quand déjà il y a au moins un facteur de risque nettement élevé, comme je l'avais dit tout à l'heure, une tension artérielle sévère ou un niveau lipidique très élevé. Les patients qui ont un diabète sans atteinte d'organes cibles, mais dont la durée d'évolution est de plus de 10 ans, ou un diabète associé à un autre facteur de risque majeur. Et puis, les patients qui ont une atteinte d'organes cibles secondaires à la maladie hypertensive, et en particulier une hypertrophie ventriculaire gauche, une microalbuminurie, une maladie athéromateuse de moins de 50%. L'insuffisance rénale chronique modérée, c'est une atteinte d'organes cibles avec un niveau de filtration entre 30 et 60 ml/min. Et puis, bien entendu, quand on n'a pas tous ces éléments, le globorisque sera celui qui va classer le patient quand il est entre 20 et 30% dans la case de risque élevé. Le risque modéré, c'est qui? C'est tous les patients diabétiques, surtout jeunes, qui ont moins de 35 ans et qui ont, pour un diabète de type 1, moins de 50 ans pour un diabète de type 2, avec un diabète jeune de moins de 10 ans et sans autres facteurs de risque majeurs associés, et bien entendu les patients avec un globorisque de entre 10 et 20%. Alors en pratique, quand le risque est faible avec le globorisque de moins de 10%, nous avons une liste de facteurs modificateurs qui augmentent ce risque cardiovasculaire qui n'est pas comptabilisé par le globorisque. Et chez cette patiente, déjà, il y avait une tachycardie à l'état de base de plus de 80 battements par minute, une obésité avec un BMI qui est supérieur à 30, une sédentarité, un stress psychosocial chez une femme qui travaille et qui a en plus la charge de ses enfants et de son foyer. Rien que ces 4 facteurs supplémentaires sont modificateurs du risque et font basculer le risque faible vers un risque modéré chez cette patiente s'il n'y avait pas l'ECG de Dr Zakhama et s'il n'y avait pas justement d'hypertrophie ventriculaire gauche. Pour résumer, comment procéder pour calculer le risque cardiovasculaire? Et je m'adresse à Dr Zakhama. Donc, en résumé, devant tout hypertendu, il faut commencer par chercher les items suivants. Un antécédent de maladie cardiovasculaire, un diabète, préciser son ancienneté et l'atteinte des organes cibles, une insuffisance rénale chronique en calculant la clairance, un facteur de risque sévère ou une autre atteinte d'organes cibles due à l'hypertension artérielle. En présence de l'un de ces items, on pourra classer directement le patient en très haut risque ou haut risque cardiovasculaire. S'il n'y a aucun item, on procédera au calcul du risque par la charte globorisque et on pourra classer nos patients. Si le globorisque est faible, il est inférieur à 10%, c'est dans ces cas-là qu'on affinera notre évaluation par une recherche des facteurs de risque modificateurs qui, s'il existe, vont faire basculer le patient d'un risque faible vers un risque modéré. Pourquoi évaluer le risque cardiovasculaire chez ce patient en in fine? C'est parce que ça a un impact très important sur la prise en charge thérapeutique de nos patients. Regardez ici, selon le référentiel, une hypertension artérielle grade 1 avec un risque cardiovasculaire faible, on va commencer par des règles hygiéno-diététiques et attendre jusqu'à 6 mois pour essayer d'équilibrer la pression artérielle. Si au bout de 6 mois, la pression n'est pas à la cible, on va commencer par une monothérapie. Par contre, si c'est une hypertension artérielle grade 1 avec un risque cardiovasculaire modéré, nous allons également commencer par des règles hygiéno-diététiques, mais cette fois-ci, on va attendre juste 3 mois pour équilibrer les chiffres de pression artérielle. Si on n'arrive pas à la pression artérielle cible au bout de 3 mois, nous allons commencer d'emblée par une bithérapie. Si l'hypertension artérielle est toujours grade 1, mais avec un risque cardiovasculaire qui est élevé ou très élevé, dans ce cas, on va prescrire d'emblée une bithérapie antihypertensive en même temps que les règles hygiéno-diététiques chez nos patients. Donc vous voyez l'importance et l'impact de cette évaluation du risque cardiovasculaire chez un hypertendu classé grade 1. Donc, pour
Pour résumer, la première étape de la prise en charge d'un patient hypertendu selon le guide est l'évaluation de son risque cardiovasculaire. Une anamnèse, un examen physique et un bilan minimal sont nécessaires pour l'évaluation du risque cardiovasculaire. J'insiste sur les étapes d'évaluation du risque cardiovasculaire. D'abord, il faut rechercher les items suivants, tels qu'une maladie cardiovasculaire ou rénale avérée, un diabète, un facteur de risque sévère ou une atteinte des organes cibles. Donc, si un ou plusieurs de ces items existent, notre patient est classé haut risque ou très haut risque. En l'absence de ces items, il faut calculer le globo-risque. Si notre patient est classé risque faible, il faut compléter par la recherche des facteurs modificateurs du risque pour aboutir à une classification du risque cardiovasculaire en faible, modéré, élevé ou très élevé. Cette classification, comme a dit Dr Zakhama, va guider notre prise en charge thérapeutique. Donc, merci Dr Zakhama, merci Dr Abdeslam et suivez nos prochains épisodes sur la chaîne éducative de la ST CCCV et à bientôt.